Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Islande. L'Islande est connue pour sa structure volcanique, pour la beauté de ses paysages, pour le tourisme, mais il vous a peut-être échappé que ce pays avait quasiment fait faillite il y a quelques années, au début de la crise financière mondiale. Et alors, entre les banques du pays, les institutions et les citoyens islandais, il s'est passé quelque chose de tout à fait intéressant que j'ai eu envie de vous raconter aujourd'hui. L'Islande est une île de l'Atlantique Nord, située à la limite du cercle polaire, au sud du Groenland, à l'ouest des îles Féroé danoises, de la Norvège, du Royaume-Uni, et donc aux marges de l'Union européenne. Le pays fait 103 000 km², là habitent 313 000 individus en 2012, c'est l'un des pays les moins peuplés au monde, et la capitale est Reykjavik. Alors prenons quelques étapes historiques en rappel. Vers 870, les Vikings débarquent sur l'île. En 930, un État libre islandais est instauré, une assemblée est créée, la Þingi, qui est toujours en place aujourd'hui. Après 1261, l'île passe sous la domination du royaume de Norvège. En 1380, sous celle du royaume de Danemark. Et ce n'est qu'en 1944 que l'Islande accède à la pleine souveraineté et devient une république parlementaire. La langue islandaise est directement issue de l'héritage viking. Elle est quasiment restée dans sa forme originelle en raison de l'isolement géographique. L'alphabet latin a été adopté après la christianisation de l'île et aujourd'hui, l'Église évangélique luthérienne est religion d'État et représente 80% de la population. Voyons maintenant la position géographique et géologique tout à fait unique de cette île. Vous voyez dans l'Atlantique Nord la dorsale médio-atlantique qui sépare la plaque tectonique nord-américaine de la plaque eurasiatique. Eh bien, l'île est située exactement sur cette faille, et si on passe à l'échelle de l'Islande elle-même, la faille creuse comme une cicatrice tout le long du pays et concentre plusieurs sources de chaleur venant de la Terre, des fumerolles, les célèbres geysers islandais, et aussi de nombreux volcans. On se souvient de l'Eyjafjall, dont l'éruption en 2010 avait paralysé les espaces aériens de l'Europe du Nord. Alors ces importantes ressources exploitées dans des centrales géothermiques constituent la principale source d'énergie du pays. L'Islande s'est donné pour objectif de devenir le premier pays au monde totalement indépendant des ressources fossiles et polluantes, c'est-à-dire carbonées, c'est-à-dire émettrices de CO2. On trouve trois types de reliefs en Islande. Les glaciers, dont vous voyez ici les principaux, ils représentent 10% du territoire. Les hautes terres, dont l'altitude est supérieure à 500 mètres. Et enfin le reste du territoire, réchauffé par le Gulf Stream et qui concentre l'ensemble de la population. La capitale, Reykjavik, à elle seule, regroupe 50% de la population islandaise. En 1944, au lendemain de son indépendance, ce pays autarcique est le plus pauvre d'Europe, essentiellement composé de fermiers et de pêcheurs, mais il représente une position stratégique dans l'Atlantique Nord. L'île va donc connaître 2 débarquements alliés durant la Deuxième Guerre mondiale, et cette présence américaine sur place va donner le départ d'un essor économique. Alors justement, parlons un peu d'économie. Le pays développe parallèlement sa principale ressource, le poisson, et il étend progressivement ses limites territoriales. En 1958, de 4 à 12 000 nautiques, en 1972, 50 000, puis en 1975, 200 000. On se rappelle des tensions avec le Royaume-Uni et même ce qu'on avait nommé la guerre de la morue. L'économie islandaise reste fragile car dépendante de ce seul secteur, et ce, malgré les efforts de diversification avec l'aluminium. Dans les années 90, la chute des prix et la chute des cours du poisson provoquent un déclin du secteur. Les autorités islandaises changent alors de stratégie, passant d'une économie de production à une économie de services à orientation néolibérale. En 2003, le système bancaire est privatisé. Les banques islandaises attirent massivement des fonds étrangers grâce à des taux intéressants. Elles proposent également des prêts en monnaie étrangère que la classe moyenne islandaise contracte en grand nombre. Le revenu par habitant devient l'un des plus élevés au monde, sauf que les secteurs financiers et bancaires deviennent totalement hypertrophiés par rapport à l'économie réelle. En 2008, les actifs des 3 principales banques islandaises pèsent 10 fois le PIB du pays. Et évidemment, cette forte exposition des banques s'avère redoutable lorsque la crise financière éclate en septembre 2008.
Les 3 principales banques du pays font faillite dès le mois d'octobre. Elles sont alors renationalisées pour un coût estimé à 80% du PIB de l'Islande. La couronne islandaise perd près de 60% de sa valeur entre l'automne 2008 et le printemps 2009. Les prêts immobiliers n'étant pas indexés sur la couronne islandaise, mais sur l'euro, le dollar ou la livre sterling, les Islandais voient le montant de leur remboursement mensuel doubler, voire tripler. Alors on considère, je cite, que l'Islande est en faillite. Le FMI apporte une aide de 1,5 milliard d'euros, auquel s'ajoute une série de prêts bilatéraux contractés auprès des pays scandinaves, auprès de l'Allemagne, auprès du Royaume-Uni, pour un total de près de 7 milliards d'euros. Mais ce dernier accord doit se faire en contrepartie du dédommagement de l'ensemble des déposants. Pourquoi? Parce que la banque Landsbanki avait une branche en ligne, iSave, et implantée au Royaume-Uni, elle comptait 229 000 clients britanniques, et aux Pays-Bas, elle comptait en 2008 114 000 clients néerlandais. Or, Reykjavik a garanti les dépôts des particuliers islandais, mais pas les avoirs étrangers. Donc, en réponse, le lendemain de la faillite de cette banque, le Premier ministre britannique vient geler les actifs de iSave en Grande-Bretagne et place l'Islande sur la liste des États terroristes. La crise économique devient donc une crise diplomatique lorsque La Haye et Londres se tournent vers Reykjavik pour exiger la restitution des 5,5 milliards d'euros de dépôts de leurs citoyens. Un premier accord iSave ratifié par l'Helsinki prévoit le paiement par l'État islandais de 4 milliards d'euros, avec un taux d'intérêt de 5,5%, sauf que les Islandais eux-mêmes s'y opposent. Lors d'un référendum soumettant aux Islandais la question du remboursement, la population en effet refuse à 93% que le paiement des créances vienne de l'État islandais. Et finalement, en décembre 2011, un premier remboursement est effectué par la banque Landsbanki elle-même. Donc cette histoire a une morale. Ce ne sont pas les contribuables islandais qui ont dû payer pour l'irresponsabilité des banques privées, mais bien ces dernières, après leur recapitalisation et reprivatisation, qui ont permis la revente de ces actifs revalorisés. Bien, alors où en est-on aujourd'hui de la sortie de crise de l'économie islandaise? La croissance est revenue, avec le retour des investissements privés et des échanges extérieurs excédentaires. L'Islande affiche pour 2012 un taux de croissance prévisionnel de 1,5%, alors qu'au sein de l'Union européenne, la zone euro pourrait entrer en récession. Et puis si on regarde ces courbes comparées, on voit que le chômage baisse. Le taux islandais était passé de 2,5% en août 2007 à 7,9% en février 2011, et un an plus tard, il est redescendu à 6,9%, alors que vous voyez, à la même date, la moyenne européenne est de 10,2%. Alors on a dit que l'Islande avait été un modèle de sortie de crise, sauf qu'il n'est pas transposable à la zone euro. D'abord en raison du poids des banques dans la zone euro. Contrairement aux banques islandaises, la faillite de banques espagnoles ou italiennes peut avoir un effet de contagion et mettre en danger l'ensemble du système financier mondial, comme avec Lehman Brothers. Et surtout, contrairement aux pays de la zone euro, l'Islande dispose de sa propre monnaie qu'elle a pu dévaluer, ce qui a permis d'enregistrer une balance commerciale positive dès la fin de l'année 2008. Mais ce que la zone euro peut retenir de la méthode islandaise, plus que la mise en ordre du secteur financier, c'est l'affirmation de décisions strictement politiques et des processus démocratiques sur les intérêts des marchés financiers. Eh bien, ça nous amène à parler de l'Islande et de l'Union européenne. L'Islande est membre du Conseil nordique et elle a longtemps refusé son intégration à l'Union européenne, bien qu'elle soit membre de plusieurs programmes européens. Le Conseil de l'Europe, l'espace Schengen depuis 1996 et l'espace économique européen. L'Islande a apposé sa candidature auprès de Bruxelles en juillet 2009 et les négociations ont débuté en 2010. Mais les Islandais s'inquiètent de la perte d'indépendance et de contrôle dans le secteur de la pêche et bien sûr de la crise dans la zone euro. En tout cas, le dossier islandais est déjà plus avancé que celui de la Turquie ou des pays balkaniques, et l'Islande pourrait devenir le 29e État membre de l'Union européenne après l'adhésion de la Croatie en juillet 2013. Il y a enfin un dernier point qu'il faut avoir à l'esprit concernant ce pays et que l'on peut saisir en regardant une carte en projection polaire. L'Islande se trouve dans une position stratégique, je vous l'ai déjà dit, mais entre l'Union européenne et l'Arctique. Avec le réchauffement climatique et l'ouverture de nouvelles routes maritimes du nord-ouest
et du nord-est pourrait se développer ce qu'on appelle parfois le pont arctique. Située sur ce trajet, l'Islande serait alors amenée à devenir une tête de pont dans la région arctique et à reconquérir son statut stratégique et ne serait alors plus considérée comme un territoire aux marges du monde. Alors on peut retenir 2 ou 3 choses de ce bref tour d'horizon. D'abord, on a bel et bien assisté à un bras de fer entre les marchés et les petits déposants, c'est-à-dire les citoyens. Or, ce sont ces derniers qui ont eu gain de cause. L'Islande a bien fait de continuer à faire fonctionner son système de paiement, son système bancaire, sans que ce soit les contribuables qui aient à supporter les pertes des banques. Cette évaluation vient de l'économiste américain Joseph Stiglitz. Deuxièmement, les Islandais sont en train de rédiger leur propre constitution. Elle sera soumise à référendum avant la fin de 2012. Or, les citoyens ont la possibilité de donner leur avis sur les articles en allant sur le site du gouvernement. Et puis, troisièmement, l'Islande devrait rejoindre l'Union européenne à terme, ainsi que la zone euro. C'est ce que souhaite le gouvernement islandais, mais en fait, on s'aperçoit seulement une minorité d'Islandais eux-mêmes. Je vous signale que le National Geographic parle de ce superbe pays dans un numéro de mai 2012. Et puis je vous renvoie au site du Dessous des cartes sur arte.tv avec des références sur ce pays passionnant.